Salut, aujourd'hui on est dans un endroit un peu spécial pour répondre à la question qu'est-ce qu'on pourrait faire si un astéroïde fonçait droit sur nous. Ce scénario, ce n'est pas que de la science-fiction. Regardez cet astéroïde, il fonce droit sur une ville en Sibérie. Cet impact en 2013, il blesse plus de 1500 personnes, la plupart touchées par des éclats de verre suite à l'explosion de milliers de fenêtres dues à l'onde de choc. Dans un autre style, il y a 65 millions d'années, une autre collision a entraîné des méga tsunamis et de grands bouleversements, provoquant probablement jusqu'à la disparition des dinosaures. C'est tellement rapide, il y a tellement d'énergie, finalement ça ressemble plus à une explosion nucléaire. Pour des diamètres de quelques dizaines de mètres, on peut détruire une ville. Aujourd'hui, je suis donc à Toulouse, à la Cité de l'Espace, pour un format un peu différent. Ensemble, on va tenter de comprendre comment on peut se défendre face à des astéroïdes. Parmi les options sur la table, j'ai découvert des engins sortis tout droit de films de science-fiction, mais aussi le recours à des bombes nucléaires non sans risque. Et pour rendre ça plus concret, je vous embarque pour des mini-simulations de techniques anti-astéroïdes. Alors, sommes-nous prêts? Je vous explique. Récemment, vous avez peut-être entendu parler de l'astéroïde 2024 YR4. C'était un astéroïde d'environ 60 mètres qui a fait la une des médias parce que de premières estimations pointaient un petit risque de collision avec la Terre. Depuis, il a notamment été observé par des télescopes comme James Webb que vous voyez derrière moi et je vous rassure, après de nouveaux calculs, le risque est considéré aujourd'hui comme quasi nul. Mais si un astéroïde fonçait vraiment sur nous et menaçait des villes voire des continents entiers, qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment ça se passerait? C'est un risque faible, mais un risque. Ça serait dommage de ne rien faire alors qu'on peut faire quelque chose. On va commencer par une des options sur la table qui est sans doute la plus extrême. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par nos vidéos. Si un astéroïde fonce sur la Terre, certains chercheurs, notamment américains, proposent d'utiliser une bombe nucléaire. Mais ce ne serait pas forcément pour faire exploser l'astéroïde, vous allez voir, on va faire une expérience très simple. Bonjour. Donc là, on a la Terre, un robot qui représente l'astéroïde, et le but c'est d'éviter l'impact entre les deux. Pour ça, on a aussi un ballon dont le souffle représente celui d'une explosion nucléaire. C'est parti. Sur la table, là, c'est facile, mais dans la vraie vie, il faudrait envoyer des charges nucléaires. Alors ça, c'est juste pour se faire une idée. Bien sûr, dans la vraie vie, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, et ça fait même pas forcément consensus parmi les scientifiques. Et nous revoilà au studio. Certains chercheurs pensent envoyer directement une bombe nucléaire sur un astéroïde en approche pour l'exploser. Si vous avez vu le film Armageddon, en gros, c'est ça l'idée. If we know something's out there 2 years from now and coming at us, we could probably build a nuclear warhead in some kind of spacecraft that would impact it. But for my money, I'd like to build 2 of them or 3 of them. Because I'm not sure the first one may work. Mais un des gros risques avec cette option, c'est que ça pourrait créer une multitude de débris qui, s'ils sont trop gros, pourraient à leur tour menacer la Terre. Alors j'ai contacté Aurélie Moussy qui travaille notamment sur les astéroïdes pour le Centre national d'études spatiales. Nous, que ce soit l'agence, le CNES ou l'Europe, c'est pas du tout dans la philosophie de nos activités spatiales de travailler avec le nucléaire. Vous imaginez bien que si au lieu d'un objet dangereux, on se retrouve avec toute une nuée d'objets qui vont dans tous les sens, qu'on peut pas contrôler, qui sont tout aussi dangereux, c'est pas efficace. Alors d'autres imaginent utiliser la bombe nucléaire, mais d'une autre manière, plus proche de ce qu'on a vu avec le ballon. Cette idée, j'ai vu qu'elle est notamment soutenue par des laboratoires américains spécialisés dans les armes nucléaires. Leurs chercheurs l'ont même simulé en laboratoire. Plus précisément, ils expliquent qu'une explosion à distance générerait des rayons X qui chaufferaient la surface de la cible et pourraient dévier des astéroïdes jusqu'à environ 4 km de diamètre. Et selon ces scientifiques, l'arme nucléaire serait la seule option appropriée face aux plus gros astéroïdes ou pour des délais d'alerte très courts. Mais à la différence du ballon qu'on vous a montré, utiliser une vraie bombe nucléaire comporte aussi de nombreuses incertitudes. Il y a déjà le risque de fragmenter l'astéroïde dont on vous a déjà parlé. Et puis il y a des objections politiques et juridiques et des problèmes techniques qui doivent être résolus avant d'utiliser cette méthode, selon cette étude chinoise. Déjà, c'est interdit par tous les traités internationaux d'embarquer dans l'espace une charge explosive nucléaire. Si on oublie tous les aspects géopolitiques, rien que la sécurité au sol, sur Terre, pendant le lancement, imaginez si on rate le lancement, que la charge retombe sur Terre, imaginez les risques déjà, niveau sauvegarde. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ça en dernier recours. Il y a de nombreuses autres pistes, vous allez voir. If someday in the future we discover well in advance that an asteroid that's big enough to cause a mass extinction is going to hit the Earth, and we alter the course of that asteroid so it doesn't hit us, it will be one of the most important accomplishments in all of human history. En fait, d'autres options visent à dévier beaucoup plus progressivement l'astéroïde menaçant. L'une d'elles s'appelle le tracteur gravitationnel, vous allez voir. Ici, c'est une bille qui mime l'astéroïde. Et cet aimant, c'est notre vaisseau. En gros, la force de la gravité qu'on voudrait utiliser dans la vraie vie est représentée ici par la force magnétique de l'aimant.
Voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc on va essayer de faire un peu plus près. Et c'est bon, on a réussi. Ici, c'est vrai qu'on montre ça comme une déviation très claire. Dans la réalité, il faudrait envoyer un vaisseau qui irait se mettre en orbite autour de l'astéroïde qui s'approche de la Terre. Et sur le long terme, le vaisseau pourrait dévier l'astéroïde qui s'approche de la Terre. Dans ce cas, contrairement à l'option nucléaire, il y a beaucoup moins de risques de détruire l'objet ou autre chose. C'est envisageable sur du long terme. Petite attraction sur très longtemps, parce que il suffit de faire arriver l'astéroïde quelques minutes ou avant ou après la rencontre des deux orbites pour qu'on évite le risque. Ça, c'est possible que sur des objets assez petits, parce que on va pas pouvoir faire des satellites suffisamment gros pour avoir un impact sur des astéroïdes de grosse taille. C'est difficile à envisager. On se rapproche au plus près de l'astéroïde. Et là, c'est une difficulté. Ça sous-entend de maîtriser parfaitement le satellite et toutes ses manœuvres pour pas prendre de risques. Je savais pas du tout que ça existait, mais une autre option consisterait à colorer en blanc l'astéroïde. Et ça a pour but de jouer sur ce qu'on appelle l'effet Yarkowski, du nom de ce monsieur qui l'a découvert. Si j'essaye de le faire en très court, c'est pour modifier l'effet des rayons du soleil sur l'astéroïde, car ceux-ci ont une influence sur sa trajectoire. Quand un objet, l'astéroïde, est soumis au rayonnement solaire, on a une force qui se crée, qui vient de la différence entre l'absorption de rayonnement solaire et la diffusion thermique, l'émission thermique par rayonnement. Il y a une petite force qui percute la trajectoire de l'astéroïde en lui-même. L'idée, c'est d'aller augmenter un peu, de travailler sur cette force pour poser le mouvement qu'on veut. Alors, c'est pas simple parce que l'astéroïde tourne déjà sur lui-même. Pour ça, certains imaginent donc faire passer l'astéroïde dans des billes de peinture blanche, ou d'autres proposent de la peindre en noir ou de tenter d'y appliquer un mince revêtement réfléchissant en métal. Enfin, certains imaginent utiliser des rayons laser ou des faisceaux d'ions afin là aussi de repousser l'astéroïde sur la durée. Je le fais simple. En gros, c'est éroder la surface petit à petit et ça crée un plasma qui fait qu'il y a eu une impulsion à l'opposé, en fait dans la direction opposée. Donc on déplace un petit peu l'astéroïde. Le souci avec cette technique, c'est qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment d'énergie concentrée en point. Les trois technologies qu'on vient de voir, elles comportent moins de risques que la bombe nucléaire, mais elles sont toutes considérées comme peu matures selon cette étude. Et elles mettent beaucoup de temps. Pour espérer dévier un astéroïde menaçant, le laser nécessite de le repérer au moins 7 à 8 ans avant, et les deux autres techniques plusieurs décennies avant. Avant de voir une autre grande option qui elle a déjà été testée, j'ai voulu mieux comprendre le niveau de risque. On a tous les jours des petits astéroïdes qui traversent l'atmosphère terrestre, ces étoiles filantes que vous voyez tous les jours. Quand ils sont assez petits, en général ils arrivent même pas au sol, ils sont fragmentés, voire complètement pulvérisés. Et on n'a plus que des petits cailloux qui arrivent au sol. On a plusieurs dizaines de tonnes par jour qui traversent l'atmosphère et qui finissent en météorite au sol. Alors pour faire très simple, on va prendre ce tableau qui résume assez bien les enjeux, je trouve, en l'état des connaissances actuelles. Si on prend un objet de 10 mètres par exemple, dont l'onde de choc peut faire exploser des fenêtres de bâtiments à proximité, il y en aurait un environ tous les 10 ans. Pour un objet de 50 mètres cette fois, on passe à des dommages très sévères, des destructions locales de bâtiments et d'infrastructures et des dégâts à l'échelle régionale. On a un cratère. Mais aussi des risques de tremblements de terre ou de tsunami. Et bien là, on est à 1 tous les 1000 ans. On a Tunguska, le 30 juin 1908, c'était en Sibérie. On a 2000 km² de forêt qui ont été complètement anéanties pour un objet de quelques dizaines de mètres. Il faut rester réaliste. On a la Terre qui est à 70% recouverte d'océan. Quand on retire les zones de steppe, de désert, de forêt, qu'on garde que les zones habitées, on a très peu de surface et donc très peu de probabilité d'avoir un impact de ce type d'objet dans une zone habitée. Dernier exemple, pour un objet de 300 mètres, on passe à une dévastation à l'échelle d'un continent. Et là, on serait à 1 tous les 70 000 ans. On voit donc que le risque d'impact majeur est très faible, mais il n'est pas nul. Quand on mesure l'ampleur des conséquences potentielles, on comprend que les scientifiques y réfléchissent dès maintenant. Voyons donc une autre technique déjà testée en vrai. Nous sommes le 26 septembre 2022. À bord de DART, un véhicule spatial lancé à pleine vitesse sur Dimorphos, un astéroïde d'environ 150 mètres de long. C'est impressionnant. On voit l'impact se produire, toute la matière éjectée dans l'espace. Pour ceux qui veulent quelque chose de visuel, c'est de la pétanque spatiale. I think the Earthlings should sleep better. Definitely I will. Yeah. And how do you feel? The people working here, we're definitely going to sleep better. La technique de défense testée ce jour-là, elle est sérieusement envisagée par la NASA et l'ESA et on l'appelle l'impacteur cinétique. L'objectif, comme pour l'explosion nucléaire, c'est de tenter de modifier la trajectoire de l'astéroïde à l'aide d'un impact bref. Donc ça, c'est de nouveau notre astéroïde. Cette bille, c'est un vaisseau qu'on veut envoyer pour percuter l'astéroïde et avec l'impact, tenter de le dévier.
C'est exactement ça qui est cherché donc, dans cette méthode. C'est la technique qui a été testée récemment avec la mission DART. Donc il y avait 2 astéroïdes, il y avait un astéroïde qui tournait autour de l'autre. Du coup, DART a été envoyé pour essayer de dévier légèrement la trajectoire de l'un de ces astéroïdes. Et en vrai alors, qu'est-ce que ça a donné? After a 10-month journey, millions of miles, NASA successfully crashed a refrigerator-sized spacecraft into the asteroid Dimorphos, and it was a bullseye. Donc DART s'est craché sur cette petite lune. On s'est rendu compte que la période orbitale a beaucoup plus bougé que ce qu'on s'attendait. Ces scientifiques mesurent que son mouvement a changé et qu'il met environ 30 minutes de moins pour faire le tour de l'autre astéroïde. Et maintenant, la mission européenne Hera est en route pour aller observer sur place les conséquences, à quoi ressemble le cratère, comment le système a vraiment évolué, et apprendre beaucoup plus aussi, tant qu'à y être, sur ces astéroïdes et comment ils sont composés, quelle est leur structure interne, de manière, avec toutes ces données récupérées par ces 2 missions, à pouvoir faire, entre autres, modèle au sol qui nous dit, pour ce type d'objet de telle taille, si on veut le dévier, il va falloir une impulsion de telle force, et donc du coup, un projectile de cette taille, à telle vitesse, pour pouvoir avoir un réel effet. Alors est-ce que ça pourrait servir dans tous les cas? Selon l'étude chinoise, cette méthode simple et mature est adaptée à la plupart des situations véritablement dangereuses où la déviation est indispensable pour prévenir des catastrophes régionales. Cependant, là aussi, on considère aujourd'hui qu'il faudrait repérer l'astéroïde 9 à 10 ans à l'avance et que cette option ne fonctionnerait pas pour les plus gros astéroïdes au-delà de 500 mètres ou d'1 kilomètre. Avec cette expérience de DART Hera, déjà une solution qui est plutôt mûre. Là, pour l'instant, on a plusieurs types de composition, plusieurs types de densité. On peut pas appliquer directement un résultat à d'autres types. Donc, ça demande des études complémentaires pour élargir le panel d'astéroïdes sur lesquels on peut intervenir. Alors, sommes-nous prêts? La prise de conscience sur ce sujet, elle a notamment commencé à la fin des années 60, quand le programme Apollo démontre que les cratères à la surface de la Lune ne sont pas d'origine volcanique, mais proviennent d'impacts avec des météorites. Au fil des décennies suivantes, les plus grandes agences spatiales de la planète lancent tour à tour des programmes spécialisés dans la lutte contre ces menaces de collision. En 2013, alors que la Sibérie est frappée par cet astéroïde, l'ONU initie 2 groupes de travail pour amplifier et coordonner les efforts à l'échelle internationale. L'objectif est d'un côté de repérer un maximum d'astéroïdes ou comètes potentiellement menaçantes le plus tôt possible, comme ce fut le cas pour 2024 YR4 récemment. Ça a été l'occasion, cette alerte, de montrer que le process au sol, la procédure est très bien rodée, tout fonctionne bien. Le groupe IAWN a lancé l'alerte. À partir de là, on a observé de plus en plus cet objet depuis le sol. Et un autre groupe qui s'appelle le SNPAG, aussi des Nations Unies, a statué, une fois que le risque a diminué, que c'était pas la peine de mobiliser les troupes pour faire quelque chose d'actif, mais qu'on continuait à le surveiller. En fait, c'est assez classique d'avoir tout d'abord une probabilité élevée, parce que vu que c'est la première fois qu'on le découvre, on connaît très peu sa trajectoire. Plus on observe, plus on arrive à préciser sa trajectoire précise, et donc plus on diminue la marge d'erreur, et donc plus on diminue la probabilité d'impact en fait. Pour les objets de plus d'1 kilomètre, on en connaîtrait aujourd'hui plus de 95%, toujours selon cette étude. Et en cas d'alerte réelle, les groupes de travail internationaux ont également défini une marche à suivre. Pour les astéroïdes les plus petits, l'option privilégiée devrait être l'évacuation de la zone menacée. Pour les plus gros, 3 aspects influenceront notamment le choix de la stratégie. La taille de l'objet en approche, sa composition si on réussit à la connaître, et surtout le temps qu'on a avant l'impact potentiel. C'est ce groupe des Nations Unies qui est aussi chargé, en fonction du risque, de définir l'éventuelle mission spatiale qui serait le plus efficace en fonction du délai qu'on a. À notre échelle de vie à nous, c'est très peu probable que ça se produise, même si ça arrive pour la génération suivante, qu'on aura un risque avéré. On a déjà les procédures mises en place, on a déjà régulièrement des exercices effectués, on a déjà, dès à présent, les moyens de faire quelque chose pour l'éliminer ce risque, donc pourquoi s'en priver? Si vous voulez aller plus loin, je vous mets notamment l'étude chinoise qui résume les avantages et les inconvénients des différentes techniques et en présente quelques autres. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à liker la vidéo pour qu'elle touche un public plus large. Un grand merci à toutes les personnes de Brut qui ont travaillé sur le sujet et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.